Merci beaucoup. Bonjour à tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors, on va enchaîner assez rapidement pour des raisons de timing. Alors, nous, on va vous parler de Generative AI. C'est un buzzword qu'on entend pas mal ces derniers temps. On l'entend sur les news, on l'entend un peu partout. Et aujourd'hui, on a décidé de vous en parler au travers de ce qu'a fait Hervé Nivon avec Scénario. Donc, bonjour Hervé. Bonjour, merci. Donc Hervé a monté Scénario il y a déjà quelques temps et en fait il va vous faire un tour sur la création du MVP qu'il a donc créé en 2 mois. On verra en fait comment il a pu faire en 2 mois pour créer de la première ligne de code jusqu'au produit en production. Donc déjà, première chose, on va commencer par une petite question. Qui a déjà utilisé la Generative AI? Alors voilà, merci. Alors est-ce que c'était plutôt du texte, plutôt des images sinon pour d'autres? Est-ce que vous avez déjà testé avec de la musique aussi? Ça existe aussi avec la musique. Assez sympa pour ceux qui ont pu voir les sites là-dessus. Donc, ouais, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que c'est un peu un changement, en fait. En fait, l'intelligence artificielle traditionnelle, c'est quelque chose qui va prédire. Alors, il faut imaginer quelque chose comme un tableau Excel, et vous allez gommer finalement une colonne, et l'intelligence artificielle va prédire cette colonne-là. C'est un peu la vision qu'on avait jusqu'à présent. Et là, aujourd'hui, on a un changement, c'est que la Generative AI elle va créer quelque chose directement d'actionnable. Alors, ça peut être des images, des textes, de la musique, des vidéos qu'on vient de voir, mais c'est effectivement quelque chose qui va construire euh, en fait la propriété intellectuelle aussi, c'est-à-dire que c'est pas simplement une image pour faire joli, comme on peut le voir avec des avatars en fait, tout simplement. C'est quelque chose qui va être productif derrière, qui va remplacer potentiellement le travail de quelqu'un et donc de faire gagner du temps. Sur le texte en fait, on interagit tous avec des bots en fait qui nous répondent, mais on peut aussi produire du texte de qualité. Il y a des gens qui se lancent sur le légal par exemple, comprendre des textes légaux qui sont assez épais, recréer derrière aussi du texte de qualité là-dessus, c'est quelque chose qui est en train de changer radicalement et c'est ce que vous pouvez faire avec la Generative AI. Alors le code, c'est quelque chose aussi qu'on voit pas mal. Ça fait déjà quelques années, mais il y a eu des avancées majeures. Aujourd'hui, avec un simple commentaire dans un éditeur de code, vous pouvez demander à une intelligence artificielle de créer toute une fonction. Donc, par exemple, vous ne connaissez pas en fait précisément comment utiliser un autre outil. Avec un simple commentaire, vous pouvez déjà avoir une sorte de brouillon et ensuite vous ajuster et vous pouvez donc gagner beaucoup de temps. Et bien sûr, il y en a d'autres, comme je vous disais, il y a du légal, mais il y a tous les jours de nouvelles startups en fait qui vont se lancer sur des domaines très différents, et c'est ça qu'on voit nous au quotidien. Voilà, moi je suis architecte solution AWS, c'est-à-dire que je vois des startups tous les jours et je vois tous les jours de nouvelles startups se lancer sur ce genre de domaine-là. Alors, c'est tellement un changement radical que Sequoia Capital a dit l'année dernière que toute industrie qui nécessite l'intervention humaine pour réaliser un travail original, c'est un mot important, est éligible à une réinvention profonde. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, ça nécessite une connaissance, ça nécessite finalement parfois des années de pratique qui peuvent en fait être remplacées par un prompt sur voilà, un outil de Generative AI. Alors, il ne faut pas se tromper non plus, on ne va pas remplacer non plus des millions d'humains comme ça. La réalité, c'est qu'on va générer des brouillons, en fait, on va tester, on va raffiner, et au final, on va utiliser une partie, en fait, de ce qu'on aura généré. Mais toutefois, c'est quand même un changement qui est majeur, et ça évolue. Les 2, 3 derniers mois ont été majeurs sur le sujet. Alors, quelques avancées récentes. Alors, vous le savez, en fait, sur le texte, il y a pas mal de choses qui se sont passées, mais entre autres, la compréhension du contexte. C'est-à-dire, vous tapez quelque chose, on n'est plus dans une interaction one-one un peu simple. On va être dans une interaction, on va pouvoir commencer à créer voilà, une dynamique dans la conversation, on va pouvoir rajouter des éléments, rajouter des documents pour pouvoir alimenter une conversation. L'intelligence artificielle va pouvoir retoucher des choses qui ont été créées. Et ça, c'est quelque chose, en fait, qui permet d'affiner un résultat et aller vers quelque chose de réellement productif. Alors, la génération de code avancé, je citerai simplement un exemple. Il y a un développeur donc, qui a fait un petit peu de publicité ces derniers temps, qui a créé une application et un site web en entier, en fait, avec l'intelligence artificielle. Et il a simplement, lui, produit 3 à 4% du code. Donc là, c'est quelque chose qui est récent, qui est concret, qui est là aujourd'hui, dont on peut se servir. Donc on peut imaginer, moi j'étais développeur pendant des années, à passer des heures en fait à créer pas mal de code, voilà qu'on peut accélérer peut-être x5, peut-être x10 en fonction des cas. Et évidemment, on en a déjà parlé sur tout ce qui est art, tout ce qui est logo, tout ce qui est photographie. On va trouver en fait des personnes qui vont pouvoir générer des photos pour faire des storyboards, par exemple, ou des vidéos de mock-up pour aller vendre des projets. Ça, c'est quelque chose qui peut accélérer beaucoup les choses en termes de temps, mais aussi réduire les coûts.
Alors les grands principes, comment ça fonctionne en fait, hein? Je posais la question il y a quelques mois. La réponse en fait, c'est que vous avez des modèles de fondation qui sont là, qui ont des capacités qui sont avancées et qui ont été entraînées par des personnes particulièrement compétentes. C'est-à-dire qu'on va parler des équipes de R&D qui seront sur des papiers de sciences très avancés et qui ont réussi à produire un modèle qui sera capable par exemple de comprendre un contexte, qui sera capable par exemple de faire du text to image, donc de remplacer du texte par une image, de pouvoir adapter en fait, en fonction de l'input de l'utilisateur, un certain nombre de choses. Ça, c'est quelque chose qui demande des années d'expérience et vraiment de la R&D très très avancée. En fait, ça, on va pouvoir nous le récupérer et l'utiliser et affiner cet entraînement avec des données spécifiques. Donc, par exemple, moi, en tant qu'entreprise, je vais avoir des données spécifiques propriétaires et je vais comme surentraîner mon modèle pour avoir un comportement qui va être très spécialisé pour moi. Typiquement, si on a de la génération d'images, on en parlera après, en fait, vous allez pouvoir générer des images assez standards avec un modèle de fondation. En revanche, avec un affinage justement de l'entraînement, vous allez pouvoir avoir des images qui vous ressemblent, qui ressemblent à ce que vous voulez faire très précisément. Et c'est là qu'on aboutit à une application spécialisée. Et cette application spécialisée, elle va avoir de la valeur dans la niche que vous allez targeter. Et justement, voilà, il y a pas mal de personnes qui sont lancées là-dessus. Ça représente 2,1 milliards de levées de fonds l'année dernière, et des projets open source qui sont très populaires, avec des dizaines de milliers de stars sur GitHub. Et on voit, nous, en fait, au quotidien, en tant que SA AWS, architecte solution AWS, de plus en plus de startups se lancer dessus. Il n'y a pas que donc des startups qui peuvent se lancer. Vous pouvez aussi appliquer le Generative AI au sein de l'entreprise, c'est-à-dire finalement prendre un use case interne et essayer d'appliquer la Generative AI dessus. Et justement, on va en parler avec une startup en fait qui s'est lancée. Rebonjour Hervé du coup. Bonjour. Hervé Nivon, enchanté, CTO de Scénario. Chez nous, la mission, c'est de permettre aux créatifs d'accélérer leur processus de génération de contenu. On s'adresse au vertical jeux vidéo, et ça veut dire permettre à des développeurs indépendants de créer des jeux vidéo eux-mêmes alors qu'ils n'ont pas les ressources pour créer du contenu visuel, des images, et demain du son, on en parlait tout à l'heure, ou de la 3D, ou à des créatifs de transmettre des idées plus facilement au sein d'une entreprise pour, par exemple, demander tu parlais de texte to image ou avec de prompt. Donc ça, c'est un grand mot pour dire on décrit ce que l'on veut. Et chez Scénario, on permet à n'importe qui, du développeur indépendant au studio ou au studio de jeu, de créer ce contenu à la volée. Et très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup pourquoi Scénario en fait Pourquoi Scénario? Parce qu'en fait, dans la création d'un jeu, on estime à 40% le montant consacré à la création du contenu. C'est énorme, mais non seulement c'est 40%, mais sur un jeu AAA, ça peut être qui va de 18 mois à produire à 5 ans, c'est jusqu'à 40 ou 50% du processus total. Et donc, trouver des leviers pour accélérer le processus créatif dans la création d'un jeu, ou pour diminuer les coûts et accélérer le time to market, ça devient indispensable. Et le Generative AI, pour les images, pour le son, pour les vidéos, devient indispensable dans ce contexte métier précis. Si on en revient aux axes des studios de jeux, ce qu'ils viennent chercher chez Scénario, c'est l'accélération dont je parlais à l'instant, mais une cohérence aussi, parce que vous êtes un studio, vous avez 15 ans d'IP, vous avez produit des dizaines de titres, et si vous allez utiliser des plateformes comme Midjourney, dont vous avez sans doute entendu parler ou DALL-E, vous allez avoir un problème de cohérence visuelle. Chez Scénario, un studio arrive avec ses propres données, sa propre IP, ça lui appartient, on affine le modèle, et après, il peut générer pour son jeu, durant la phase créative, de nouveaux assets, ou durant la phase d'exploitation, les utilisateurs eux-mêmes peuvent générer leurs assets à partir de l'IP du studio. La sécurité est évidemment un sujet. Vivien parlait, par exemple, on a Hugging Face qui est probablement la plateforme la plus populaire pour fournir des modèles open source de Generative AI. N'importe qui peut l'installer chez soi, mais c'est tout de suite difficile si on doit le déployer à l'échelle d'une entreprise et tout de suite plus compliqué. Donc on ne peut pas déployer des GPU chez chaque individu. On a besoin de plateformes un peu centralisées pour justement manager ces problèmes-là. Là, c'est une illustration sur des datasets scénarios. Donc, à gauche, c'est les images qui sont données en input. On appelle ça un générateur chez nous. Donc, on lance un entraînement.
Les modèles dont parlait Vivien, qui sont spécifiques et qui ont nécessité beaucoup de recherche, ont nécessité des années de recherche et des centaines de milliers de dollars d'entraînement. Avec notre système, on part de modèles de ce type-là pour aller affiner sur des données propriétaires en quelques minutes, 5 à 30 minutes en fonction des paramètres demandés, et être capable d'avoir un modèle custom pour le client. Aujourd'hui, sur notre plateforme, lancée en décembre, on va revoir une timeline, on a déjà 32 000 modèles ou générateurs custom entraînés sur des données clients. Et après, les utilisateurs au sein de l'entreprise peuvent partager ces modèles pour aller générer de nouveaux visuels et éventuellement trouver la nouvelle mascotte pour du marketing ou alors les nouveaux personnages pour la nouvelle version d'un jeu de cartes ou que sais-je encore. On a déjà des dizaines de use cases. Les mots qui sont écrits un peu savants en dessous, c'est l'idée c'est d'expliquer tous ces outils qui sont maintenant possibles grâce au Generative AI. Le text to image, c'est un humain, un créatif qui va décrire ce qu'il souhaite avoir en texte et obtenir une image. Image to image, c'est on donne une image, éventuellement accompagnée de texte, et on génère une nouvelle image. Outpainting, on donne un contexte et on ajoute du contexte, etc., etc. Il y a beaucoup d'outils et c'est une nouvelle palette d'outils pour les créatifs. Quelques cas clients. Tout à gauche, c'est un partenariat qu'on a signé très récemment avec Sandbox. Sandbox est un jeu Web3, probablement l'un des plus connus. Ils ont un serveur Discord, donc c'est un serveur de discussion pour leur communauté où il y a 300 000 utilisateurs et eux, leur use case est intéressant. Ils veulent permettre à leurs utilisateurs sur ce Discord, qui est la plateforme où ils se retrouvent, d'aller générer de nouveaux avatars sur la base du modèle de Sandbox. Donc l'idée, c'est qu'un utilisateur sur cette communauté pourra mettre sa photo et avoir son avatar directement entraîné sur les data Sandbox. Je vais aller tout à droite. Tout à droite, c'est John Radoff qui a créé un template qui utilise notre API pour permettre à n'importe quel développeur qui veut se lancer dans le jeu vidéo d'aller créer son contenu et son propre jeu. Vous pouvez aller voir, on donne un lien à la fin des slides, pour aller lancer l'API scénario et avoir en live dans le jeu vidéo du contenu généré propre aux utilisateurs. Et sinon, d'autres exemples, par exemple les pixel sprites, ça a été généré avec notre plateforme. On a beaucoup de retours utilisateurs sur Twitter. Ouais. Ce qu'on voit à gauche, c'est un exemple très concret de ce qu'on peut faire avec Scénario. C'est une des productions dans le cadre d'un jeu vidéo. On doit produire des character sheets. Donc, on va écrire toute l'histoire d'un personnage, montrer à quoi il ressemble pour lancer le développement du jeu. Donc, ça, c'est en amont. Ou sur la droite, c'est un jeu qui est aujourd'hui en production pour des enfants pour apprendre sous forme éducative de nouvelles langues. Et ils ont généré des sprite sheets directement sur notre plateforme. Donc, ce qu'on voit à droite, c'est les images qui sont générées directement sur Scénario. Très bien. Petite question justement. Oui. L'impression que ça donne, c'est qu'aujourd'hui, votre valeur ajoutée, c'est de bien connaître vos clients. C'est un vertical très précis, c'est-à-dire que on ne vend pas de la tech pour de la tech. On parlait tout à l'heure, tu parlais de Stable Diffusion. Stable Diffusion, quand on se lance, quand on est développeur indépendant ou qu'on est un petit studio, ou comme l'exemple à droite, ils ont 3 personnes. C'est dur de pouvoir créer des ressources, c'est dur d'avoir les machines, c'est dur de savoir comment faire, aller chercher la dernière version, faire en sorte que ça fonctionne. Nous, notre métier, c'est comprendre ce besoin client précis dans le jeu vidéo, de l'adapter à ce besoin précis pour, par exemple, générer des sprite sheets comme on voit, et fournir une solution clé en main pour ne pas avoir à faire l'effort de recherche et développement en interne pour adapter les modèles à son besoin. Tu peux nous parler un petit peu justement de comment les utilisateurs vous utilisent. Donc on est multimodal. On a commencé en fait par la droite. On a commencé en designant une API qu'on voulait le plus ouverte possible pour permettre au plus grand nombre possible d'utiliser nos services. On a développé ensuite une web application qui utilise l'API. On a aussi maintenant une application iOS et Android. Depuis ce matin, en live, on a un Discord bot. Discord bot est venu de l'idée qu'on évoquait avec Sandbox, mais on voulait juste montrer qu'il était très facile de pouvoir développer un nouveau produit sans que ça paraisse inaccessible. Parce que par exemple, on parle de Midjourney, c'est des millions d'utilisateurs, et donc quand on est une entreprise plus petite, on voit ça, on se dit bah non, finalement c'est peut-être pas possible. Mais en fait, si ça l'est, on peut maintenant
nous aussi, en tant que structure plus petite, aller développer des produits qui sont équivalents. Et c'est multimodal. J'ai appris ce matin, Vivien, promis, qu'on avait un utilisateur qui développait un plugin Unity pour pouvoir développer directement dans Unity à partir de scénarios. Donc l'idée qu'il est en train de mettre en œuvre, il a demandé notre aide pour aller encore plus vite et pour libérer les quotas, parce qu'il avait besoin de générer plus d'images que ce qu'on lui laisse, ce dont on lui laisse accès. Et l'idée, c'est que directement dans Unity, il puisse faire appel à Scénario pour pouvoir générer des palettes d'assets, un peu comme le serait un Unity Asset Store, où on va aller acheter un pack d'assets pour son jeu vidéo. Bah là, on va rentrer les caractéristiques de son jeu, et avec ce plugin qui est basé sur Scénario, pouvoir générer directement le pack d'assets en tant qu'indépendant. Et justement, tu peux nous parler un petit peu de la conception de ce produit qui apparemment est arrivé assez récemment? Scénario existe depuis un peu plus longtemps. On était présent sur le Summit l'an dernier aussi avec un autre produit. Notre mission était la même. Nous, on veut permettre à tout le monde d'accélérer le processus créatif. On estime que les outils aujourd'hui sont disponibles pour aller au-delà ou plus vite et faire d'autres choses, pouvoir se concentrer sur une valeur ajoutée plus forte. Avant septembre 2022, on permettait à des utilisateurs de scanner des objets en 3D avec son téléphone. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que le métaverse a eu quelques difficultés avec Meta, et donc nous, on a eu des difficultés aussi parce qu'on nous associait souvent au métaverse avec la 3D. On a décidé en septembre 2022 de focaliser sur une toute petite partie d'un prototype qu'on avait fait, à savoir modifier les textures à partir de texte. Et on a dit, on va aller là-dessus et on va tout build open. Entre septembre 2022 et le 13 octobre 2022, on a fait des tests et on a tout partagé sur Twitter en expliquant ce qu'on pouvait faire avec du Generative AI dans des use cases particuliers. Donc on a essayé la photographie, on a essayé de la peinture, on a essayé beaucoup de choses. Alors on a plein de success stories, mais c'était pas très... On ne voyait pas un marché important. On a essayé le gaming et là, ça s'est envolé. On a imaginé un produit à partir des premiers feedbacks qu'on a reçus sur Twitter sur le gaming. Et on a posé notre première ligne de code en octobre 2022. On était 5. Et je vais faire un fast forward, je vous laisse lire. Mais en décembre, après 15 jours de bêta, on avait 125 000 images. Aujourd'hui, on a 5 millions d'images générées. On a plusieurs dizaines de jeux en production qui utilisent notre API. Et on est plus de 20. C'est assez impressionnant, honnêtement, en termes de timing. Est-ce que tu peux nous expliquer justement potentiellement comment tu as gagné du temps en fait, hein? On va parler de ta stack, bien sûr. Hein. Règle numéro 1, pas réinventer la roue. Utiliser les modèles qui sont disponibles. Donc, on a parlé de Stable Diffusion, Hugging Face, et bien sûr AWS. On a focalisé uniquement sur notre valeur ajoutée. Ce que vous voyez en bas, c'est des détails techniques pour expliquer que tout était depuis le premier jour déployé en infra as code. On n'a jamais eu de failure entre le 15 décembre et aujourd'hui. On a plus de 25 000 utilisateurs, 1000 daily active users, et on a utilisé le maximum possible de services managés sur AWS. Pourquoi? Parce qu'on n'était que 5, et 5 uniquement 3 tech. Et avec ça, il fallait faire tourner quelque chose d'assez ambitieux, à l'échelle, en GPU. Et donc, tout de suite, on rentre dans des contraintes assez fortes. Et partout, on a pu prendre des raccourcis, on a pris des raccourcis. Donc, vous avez quelques exemples de techno à annoncer ici. Par exemple, l'API, elle est entièrement serverless. Alors, serverless, c'est un grand mot, mais on va considérer que vous connaissez, parce que ça fait quand même des années qu'on en parle. On manage rien, on a plusieurs centaines de millions d'appels par mois sur l'API. Donc, il n'y a qu'une infrastructure serverless comme ça qui pouvait tenir avec 5 personnes dans l'équipe au total. Et ça, c'est sur la partie justement API. Tu peux nous parler un petit peu de la partie entraînement et aussi génération des images? Là aussi, on voit un peu de serverless avec du AWS Lambda, du AWS Step Function. L'idée, c'était de réduire le plus possible la partie où on devait gérer de l'infrastructure machine. Et donc, on a réduit ça à une portion congrue de GPU, portion congrue assez conséquente, puisqu'on a un cluster, on peut monter jusqu'à 240 machines. On n'est pas encore allé jusque-là, mais pour l'instant, c'est le top qu'on planifie. Et l'idée, c'est qu'en training, on a packagé un modèle
Stable Diffusion 1.5 qui est disponible via Hugging Face. On a ajouté quelques secrets de sauce parce qu'on ne peut pas faire des assets aussi clean que ceux que vous avez vus tout à l'heure, qui sont des vrais assets, sans ajouter un peu d'ingrédients magiques. Et on a packagé ça dans AWS Batch. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement quand un utilisateur vient un studio avec ses propres images? On gère ces images-là, on les transmet à notre pipeline de training. Automatiquement, AWS Batch est capable de nous lancer de nouvelles machines dans les configurations les plus avantageuses, y compris en spot, parce qu'on maîtrise les durées d'entraînement. Et quand on n'en a plus besoin, ça s'éteint. Et donc, nous, on n'a rien à gérer. C'est aussi simple que ça. Sur la génération d'images, c'était un peu plus compliqué parce qu'on a un objectif assez fort de latence entre le moment où un utilisateur demande des images et le moment où il obtient ces images. On vise 30 secondes maximum pour 4 images. Et donc là, il faut avoir un peu plus de répondants que AWS Batch. Et du coup, là, on est sur du cluster ECS en Docker. Et l'idée, c'est que AWS Batch, quand il a fini son entraînement, il transmet ça sur un espace disque partagé qui s'appelle EFS. Et quand on a une nouvelle demande d'image, on a nos instances qui sont prêtes à générer des images qui sont sur du conteneur ECS qui génère directement en fonction de la taille et du nombre d'images qui sont demandées par l'ensemble de nos utilisateurs. Ok. Et justement, là, vous n'utilisez pas EKS ou Kubernetes d'une manière générale. Pourquoi ce choix? Donc, on n'était que 3 côté tech. Et donc, on devait aller sur des technologies extrêmement simples et faciles à gérer. Et EKS, sur tous les produits qu'on avait à développer entre le front, la mobile app et l'API, ce n'était pas forcément le choix le plus judicieux à ce moment-là. Et d'ailleurs, vous allez également passer sur des SageMaker endpoints. Ouais. Donc, on a parlé d'une modalité très particulière qui est l'entraînement d'images spécifiques pour faire de la génération. Donc, j'ai parlé de 32 000 modèles. Ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui en production. Mais il y a d'autres modalités où les modèles peuvent être partagés. Dans ce cadre-là, on peut aller sur des technologies encore plus simples pour nous en termes de gestion, comme les SageMaker Endpoints, où là, l'idée, c'est qu'un modèle va être partagé par tous nos clients pour qu'avec des inputs différents, ils aient des résultats différents. Quelque chose qui va être beaucoup plus simple à gérer que l'infrastructure qu'on a vue juste avant. Ok. Et justement, dans le futur, là, j'ai cru comprendre que vous aviez pas mal de choses à venir. Ouais, alors on grandit très très vite. Et du coup, il faut qu'on soit en mesure d'analyser cette data. La stack qui est détaillée en haut, c'est pour faire le usage tracking. Donc, on a beaucoup d'utilisateurs qui utilisent l'API. Et nos utilisateurs ont besoin de visibilité parce que quand on crée un jeu vidéo ou quand on a un channel Discord où il y a 300 000 utilisateurs, comme on l'a vu avec Sandbox, on a besoin de visibilité pour pouvoir prédire sa facture ou pouvoir analyser, ou même nous, en interne scénario, pouvoir prédire ou au moins essayer de prédire la charge qui va être nécessaire. Et donc, pour faire ça, on a besoin d'une stack d'analyse. Et on est pareil, là, vous voyez la même idée. Nous, on n'est pas en mesure, on reste peu nombreux, avec beaucoup de volume, on n'est pas en mesure d'aller réinventer la roue, d'aller gérer tout un tas de services, ou d'aller gérer plutôt tout un tas de custom. Et donc, on utilise un maximum de services managés sur la stack usage tracking. Celle d'en dessous, on a sauté sur l'occasion de la release d'OpenSearch Serverless il y a quelques mois, je pense, même pas, en GA, pour aller permettre à nos utilisateurs qui génèrent des dizaines de milliers d'images. Donc, on a des utilisateurs qui ont plus de 10 000 images juste pour eux. Et encore au-delà, quand on va être sur un serveur comme Sandbox avec 300 000 utilisateurs, là, l'idée, c'est qu'on puisse aller chercher dans ces images. Et là, il faut aller construire des solutions d'indexation des images pour pouvoir aller chercher dedans, voir ce que nos utilisateurs ont créé, identifier automatiquement peut-être des tendances ou ce genre de choses. Et là, ça, c'est la stack d'indexing et de recherche. Alors simplement, ça fait à peu près 8 mois. J'ai cru comprendre que cette aventure nouvelle a commencé. Ouais, J'ai envie de te poser cette question. Quel a été finalement le plus gros challenge à tes yeux? Je vois pas mal de services qu'on voit habituellement aussi, mais je vois aussi une exécution rapide. Qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi à atterrir jusqu'à ce point-là? Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a pris des nombreux raccourcis. J'en ai mentionné quelques-uns. La transparence avec nos utilisateurs a été clé aussi parce que du coup, on n'a pas eu à refaire et refaire. Le fait qu'on ait construit
build in the open. Notre roadmap, elle est publique. Nos utilisateurs postent dedans. Ils upvotent ce qui est le plus intéressant pour eux. Ça nous a beaucoup aidé dans le sens où on a pu se concentrer uniquement sur les besoins spécifiques à l'industrie de gaming. Et du coup, on a pu choisir les technos les plus adaptés dans ce contexte-là. Donc ça, c'était un grand secret. Et puis après, j'ai mentionné un tas de choses tout à l'heure, notamment Bien sûr. AWS CDK. On n'a jamais déployé une seule chose à la main en production. On fait des releases une fois par semaine minimum, 2 fois par semaine. Il faut que ça puisse dépoter. Puis l'infra, elle est quand même assez complexe, donc il faut que ça déroule tout seul. Donc ça, c'était indispensable. En chiffres, on a 25 000 maintenant. On a fait les slides. On a fait les slides il y a quelques temps. Je n'avais pas donné le chiffre à jour. On a 32 000 modèles depuis lundi et on a plus de 5 millions d'images. Et c'était 125 000 images en décembre, et donc ça va très très vite et ça continue à croître. Super. Là, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez scanner le QR code. Vous avez du détail, notamment l'exemple de jeu. C'est un template disponible en open source sur GitHub. Et j'ai cru comprendre qu'il avait fait une deuxième version semaine dernière. Allez-y, c'est ouvert et feedback. Le feedback est essentiel, et donc allez, avec plaisir. Merci Hervé. Simplement, je rajouterais pour terminer que ça vous a certainement donné envie de tester un peu le Generative AI au travers de scénarios et peut-être même pour vous-même. Sachez en fait que vous pouvez le faire avec AWS, quelque chose qui est disponible aujourd'hui. Vous avez peut-être envie de creuser vous-même un certain nombre de choses. Si vous allez en fait sur SageMaker Jumpstart, et d'ailleurs il y a un workshop qui est en cours dans une des salles en fait aujourd'hui au Palais des Congrès, vous pouvez en fait vous-même tester ces éléments-là. Vous avez un notebook qui va vous guider au fur et à mesure pour découvrir les différents éléments de ces modèles, comment le déployer, au final, comment le tester. L'intérêt, c'est que vous passez du stade, finalement, le Generative AI est quelque chose qui est un buzzword, à quelque chose que vous pouvez utiliser vous-même. Et peut-être que dans votre quotidien, vous y trouverez quelque chose d'intéressant. Sachez que SageMaker va plus loin que simplement vous proposer ces modèles-là. Il va vous aider aussi à potentiellement déployer en production, bien sûr. Ça, c'est toute l'offre SageMaker. Mais là, c'est vraiment le point qu'on voulait mettre en avant pour vous sur la partie de Generative AI. Vous allez retrouver du Hugging Face, vous allez retrouver du Stable Diffusion. La liste est longue. Là, on le voit sur le côté, on a des vision modèles, il y en a 293. Donc voilà, vous pouvez aller explorer, jeter un œil et creuser pour vos use cases. En tout cas, on vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à nous faire un feedback aussi avec le survey. Et merci Hervé. Merci.